Frédéric Mazella, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci de me recevoir dans vos bureaux. Et je voudrais commencer par une citation. Un jour, en effet, on demandait à Nelson Mandela de se présenter. Et voilà quelle fut sa réponse. Je n'étais pas un messie. Je suis un homme ordonné qui est devenu un leader en raison de circonstances extraordinaires. Et vous, Frédéric Mazella, qui êtes-vous? Je ne vais pas me comparer avec quelqu'un d'aussi grand. Non, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est d'apprendre que le doute et la solitude font partie du parcours et que donc, du coup, quand on veut aller innover, quand on veut aller faire quelque chose, il faut réussir à passer outre. Et donc en fait, ça, c'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est juste quelque chose pour lequel il faut être rationnel, raisonné, avancer pas à pas. C'est comme ça qu'on va explorer quelque chose de nouveau. Après, évidemment, il y a des circonstances qui peuvent aider, qui peuvent accélérer. Mais c'est aussi parce qu'on s'est préparé de manière rationnelle à ce qu'on va rencontrer qu'on arrive à passer ces épreuves-là. Donc effectivement, il y a une partie de raison, de détermination et d'intellectuel, évidemment, dans ce que l'on fait. Et il y a une partie circonstance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, oui, c'est pas juste c'est pas juste de l'intuition ou de la folie quand on va faire quelque chose de nouveau. Non. Quelle est votre plus belle qualité? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, qui êtes-vous? C'est pour moi de le dire. Moi, on m'a souvent dit que j'étais persévérant. Je sais pas si c'est une qualité ou pas. Quand j'étais petit, on me disait que j'étais têtu. Après, on me disait que j'étais persévérant. Je pense que c'est... Voilà. Aux petits, on leur dit qu'ils sont têtus. Aux grands, on leur dit « Ah, c'est bien, t'es persévérant. » Voilà. Donc, je sais pas si c'est une qualité. Si, c'est une qualité, mais... Alors, je voudrais comparer cette qualité au doute et à la solitude que vous venez de parler, dont vous venez de parler. Le doute pour vous, déjà comment l'expliquez-vous? Et dans votre travail de chaque jour, l'expérimentez-vous? Et comment vous situez-vous face au doute? Le doute, il est omniprésent quand on fait quelque chose de nouveau. C'est normal. Puisque le doute, c'est lié au fait qu'on ne sait pas. Et par définition, quand on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait, on ne sait pas, il n'y a personne qui est passé par là avant. Donc on essaye quand même de se raccrocher à quelques principes, quelques comparables de près ou de loin, pour pouvoir construire un chemin. Et la solitude? La solitude, c'est la compagne de la liberté, quoi. C'est-à-dire que souvent, beaucoup de gens veulent la liberté d'innover, de créer, de faire des choses, et ils oublient l'autre côté de la pièce, qui est effectivement que quand on innove et qu'on fait quelque chose que les autres ne font pas, on se retrouve un peu seul. Et ça, il faut être prêt. Parce que typiquement, si on parle du milieu entreprise, enfin de tout ce qu'on peut aller chercher comme travail dans différentes sociétés, justement, on rejoint un groupe généralement. L'humain, il est assez grégaire, il aime bien avoir des copains. Et quand on rejoint une société, on rejoint quelque part à la fois évidemment, j'espère, une mission, en tout cas une volonté de faire quelque chose de bien, et on rejoint une équipe avec plein de gens déjà en place qui font déjà plein de choses, qui sont en fait des aides quotidiennes pour accomplir les choses. Mais quand on crée quelque chose, au départ, il faut aller convaincre d'autres gens de partir avec nous. Déjà, ça c'est pas facile. Donc il faut déjà soi-même être convaincu que ce qu'on fait c'est pas mal, parce que sinon on n'arrive pas à convaincre qui que ce soit d'autre. Et puis il faut aller construire toutes les étapes une par une, ramener des gens un par un. Et donc oui, il faut être prêt à cette étape de solitude quand on décide d'aller faire quelque chose de nouveau. Il faut convaincre ou persuader? Oula, je pense pareil. En fait, la différence entre la conviction, convaincre c'est par la raison, par l'intelligence, et persuader en fait c'est par l'affect, les émotions, etc. Ah oui. Je pense qu'il faut utiliser les deux, mais que je pense que c'est une bonne question, parce que je pense que pour réussir à embarquer quelqu'un dans un projet nouveau, il faut les deux. La raison pour laquelle il faut les deux, c'est parce que, alors, sur le côté de l'émotion, il faut qu'on ait envie de travailler ensemble.
fait, il y a quand même une histoire d'atome crochu C'est entre ça. les gens qui vont travailler ensemble. Hein. Ça, c'est très important. Et sur le côté donc de la conviction, enfin de convaincre, tout ce qui va être rationnel est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que on ne se laisse pas tous convaincre par les mêmes arguments. Et donc, le porteur de projet, quand il innove, il doit avoir toute une panoplie d'arguments. Je sais pas, 194 arguments, 278 arguments, pour que, quand il se retrouve face à une personne pour laquelle, sur les 278 arguments, il y en a 152 qui servent à rien, c'est-à-dire que ça ne lui parle pas, ou qui sont déjà évidents pour lui, ou qui... Et il faut que le porteur de projet soit capable d'aller donner des arguments qui sont valables pour la personne qui est en face. Il faut qu'il aille chercher dans son atelier l'argument qui marche. Et donc, il faut que lui-même, il ait fait le travail de tous les arguments positifs pour son projet pour pouvoir aller en présenter quelques-uns à ses interlocuteurs en fonction de leurs affinités. Tout à fait. Vous avez parlé à l'instant, Frédéric Mazella, chef d'entreprise. Vous êtes un grand chef d'entreprise, président fondateur de Blablacar, et puis nous allons en parler dans quelques minutes. Nouveau fondateur, cofondateur de Captain Cause, dont vous allez nous parler tout à l'heure. Comment définissez-vous un chef d'entreprise ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs termes qui virevoltent dans notre espace entreprise. Il y a fondateur, il y a chef d'entreprise, il y a patron, il y a boss, sympa boss. En fait. C'est clair. Effectivement, il y a des connotations sur chacun de ces mots-là. Moi, la grande différence que j'irais faire, c'est quand même fondateur et tout le reste. Chef d'entreprise, patron, manager, boss. Parce que fondateur, ça va demander une forme de leadership. Et tout le reste va demander une forme de management. En fait, c'est pas pareil. Le leadership, c'est une sorte de vent qui souffle et qui emmène tout le monde. Le management, c'est quelque chose de beaucoup plus qui fait penser à une forme de gestion et de contrôle. Donc c'est pas la même chose, c'est pas exactement les mêmes personnalités non plus. C'est ça. Donc moi, clairement, je suis plus dans la catégorie fondateur que dans la catégorie management, haut management. Je me souviens, une fois, on m'a demandé, pour Blablacar, on m'avait demandé, et justement au moment où, parce qu'il y a 6 ans maintenant, on a séparé les rôles avec Nicolas Brusson, qui lui est donc devenu directeur général, et moi je suis resté président, et plus directeur général, non plus opérationnel en jour au jour. Et il y a un journaliste qui m'a dit, mais c'était pas votre but d'être directeur général dans la vie ? Ah, je dis, bah non, parce que sinon je m'y serais pris autrement, quoi. Enfin, si vraiment mon but ça avait été d'être directeur général, je sais pas, je serais rentré dans une boîte et puis j'aurais essayé de monter les échelons un par un, tac, pour arriver à être directeur général. Je ne serais pas allé créer un site web pour les beatniks qui veulent faire de l'autostop, comme on me disait au début, parce que c'est ça qu'on me disait au début, quand je suis parti monter Blablacar. Ah oui, d'accord, donc tu crées un site web pour les beatniks qui veulent faire de l'autostop, c'est ça? Oui et non, enfin, je vais t'expliquer. Mais donc voilà, non, c'est vrai que c'était pas le chemin normal pour être directeur général. Quand on veut être directeur général, on fait pas ça. On se met pas en risque en se payant pas pendant 5 ans pour créer un site web. C'est pas ça. Donc je pense qu'effectivement, il y a des histoires d'affinité, de personnalité qui peuvent être différentes et d'attirance aussi différentes. Un chef d'entreprise est-il, selon vous, un leader ou un manager ? Et justement, il doit être un peu des deux. Et comment définissez-vous manager ? Manager, c'est quoi ? Manager, c'est... Je vais pas vous faire le coup du bon manager et du mauvais manager. Mais peut-être la définition de Theodore Roosevelt va vous aider, peut-être. Peut-être, sûrement. Parce qu'il souligne que le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses et qui sait aussi réfréner son envie de s'en mêler pendant qu'ils le font. Oui, alors ça, ça veut dire qu'il faut éviter le micromanagement. C'est ça. Oui, c'est tout à fait. Eh ben, en fait, c'est toute une histoire de délégation versus se débarrasser ou versus contrôler. Oui. Et donc, en fait, il faut savoir déléguer. Mais déléguer, c'est pas se débarrasser. Il faut quand même rester accountable, c'est-à-dire redevable un peu. Quand on délègue, on
reste un peu redevable quand même du résultat final. Donc il ne faut pas non plus se débarrasser. Mais il ne faut pas non plus aller micromanager et il ne faut pas se retrouver dans le contrôle fort, parce que alors là, c'est complètement démotivant pour la personne qui porte le projet. Quand on veut aller déléguer quelque chose, il faut le déléguer assez tôt et s'arranger pour donner le périmètre le plus large possible sur le projet ou la tâche qu'il y a à faire à la personne qui va en être responsable. Pour la responsabiliser et surtout rendre son travail intéressant. Parce que s'occuper d'un tout petit truc, c'est quand même beaucoup moins intéressant que de s'occuper de quelque chose dans son entièreté, dans sa globalité. Et donc du coup, il faut réussir à donner tout le contexte. Et donc, généralement, déléguer des pans entiers de choses et assez tôt, plutôt que déléguer des sous-parties, des petits bouts qui vont être sous-motivants pour tout le monde et qui vont donner du coup des résultats beaucoup plus médiocres. Tout l'enjeu de toute façon, c'est de faire en sorte que chacun soit le plus épanoui possible dans son rôle. Et comme, en tout cas quand on fonde une boîte, même tout le temps, on cherche à recruter les gens les plus intelligents qu'on croise. C'est ça le but, d'aller s'entourer des meilleurs. Bah, si justement on s'est entouré des meilleurs et qu'on allait chercher les meilleurs ils ne se contentent pas d'un tout petit bout de truc. Donc en fait, il faut leur donner beaucoup un spectre très très large d'activités et de responsabilités. Donc ça, c'est vrai qu'il faut savoir le faire. Je ne sais pas si c'est du leadership ou du management. C'est une forme de gestion de l'implication de chacun, s'arranger pour que tout le monde soit le plus motivé possible à livrer dans le sens d'une mission globale. C'est pourquoi aussi il faut réussir à aller formuler la mission globale. C'est ça. C'est tout un travail de collégialité finalement. Même si le patron doit avoir son propre... Le patron ou le manager ou le boss ou le chef d'entreprise? À votre répondre. Non mais le leader, vous définissez-vous comme un leader, Frédéric Mazella? Je sais pas. Moi je pense plus à un leader, plus un créatif, innovateur. Ouais. Et du coup, ça intrigue parfois les gens, donc ça les intéresse. Donc je dirais plus que j'ai de l'influence plutôt que du leadership. J'ai probablement de l'influence parce que quand je parle d'une chose, en général, je suis très convaincu. Oui. Et donc du coup, j'influence la personne que j'ai en face, elle finit par être d'accord avec moi. La conviction et la persuasion. C'est l'influence, alors c'est où entre la conviction et la persuasion? L'influence, c'est quoi l'influence? C'est intéressant votre question parce que l'influence, maintenant on appelle les influenceurs, les influenceuses. Pas du tout si j'ai un compte Instagram, alors je dois avoir 3 followers. Vous en aurez 4, ça sera bien. Alors, Frédéric Mazella, je voudrais, avant de parler de Blablacar, parce que j'avais quelques questions sur Blablacar, je voudrais quand même évoquer votre nouvelle start-up, Captain Cause. Au milieu d'étudiants et d'étudiantes qui vous regardent, qui vous écoutent, pouvez-vous simplement, en quelques mots, présenter votre nouvelle start-up? Alors, Captain Cause, c'est un pont entre les entreprises et les associations. Les projets impact dans le domaine de l'environnement, de la santé et du social. Comment on fait ça? Eh bien, on permet aux entreprises d'allouer des budgets à destination de projets à impact, qui ont un intérêt positif pour la société ou pour la planète, en laissant le soin à leurs clients ou collaborateurs ou partenaires d'allouer ces fonds-là. C'est-à-dire, typiquement, une entreprise va dire « j'ai 10 000 euros et je vais demander à mes clients ou à mes partenaires ou à mes collaborateurs ou à tous d'allouer ces 10 000 euros sur une série de projets impact que j'ai présélectionnés. » Ce qui fait que ça engage et ça implique toutes les parties prenantes d'une entreprise vers un rôle sociétal plus large que ce que l'entreprise fait simplement, qui est fournir le meilleur produit ou le meilleur service. Et je pense qu'on est à une ère où justement toutes les entreprises doivent aller démontrer leur utilité sociétale au-delà d'être simplement un acteur qui fournit un bon produit, un bon service. Parce que, au fond de nous, chacun individuellement, on a envie, on a des convictions personnelles, on a envie qu'il y ait des choses qui se passent. Au-delà de ça, on sait qu'il y a 75% des employés des grandes sociétés qui sont mal à l'aise par rapport à l'inaction de leur grande boîte. Sur des problèmes mal à l'aise, par rapport, ils se disent ma boîte ne fait pas grand-chose pour le reste de la société. On fait quelque chose, on fait notre service, on le fait bien, mais on pourrait faire plus.
par rapport à toutes les problématiques. Parce qu'il y a quand même une dissonance cognitive entre typiquement quelque part ce qu'on va pouvoir vivre dans nos boulots tous les jours, où on essaye de faire notre boulot le mieux possible, chacun à son poste, et puis après dès qu'on sort et qu'on regarde les problèmes du monde, on se dit oui, il y a quand même beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait nous pour ça? Enfin, il y a un sentiment de frustration lié à une forme d'inaction. Et nous, on essaye du coup, fournir la possibilité aux entreprises de donner ce qu'elles peuvent, à savoir de l'argent, puisque généralement les sociétés sont structurées, les sociétés capitalistiques en tout cas, sont structurées, enfin les organisations capitalistiques sont structurées pour aller générer de l'argent, générer du profit, c'est ce qui est marqué dans leurs objectifs. Alors maintenant, il y a des sociétés à mission, et c'est bien, c'est tant mieux, et ça va dans le bon sens. Enfin, il y a encore beaucoup de sociétés qui sont juste des sociétés qui sont pas forcément à mission. Mais pourtant, chacun de nous, individuellement, on a envie d'être à mission. Et donc, en fait, on a une sorte de dissonance cognitive entre nos convictions personnelles et ce qu'on pense qu'il faudrait faire, et nos actions professionnelles. En fait, on sait qu'il faudrait faire ça, puis en fait, on agit là-dessus. Alors, c'est pas que agir là-dessus, c'est pas bien, c'est juste que si on pouvait, en agissant là-dessus, aussi avoir un impact sur les choses dont on pense qu'il faut s'occuper, peut-être qu'on a une chance de réconcilier le pro et le perso. C'est ça. Et donc, quelque part, si on va même encore plus loin, parce qu'on va parler un peu philosophie, d'atteindre une forme de bonheur liée à une forme d'unification de nos actions et de nos pensées. C'est marrant ce que vous dites, parce que c'est vraiment exactement la question que j'allais vous poser. Parce que votre objectif à travers... Il y a un mot moi, qui m'a beaucoup marqué quand je suis allé voir votre nouvelle entreprise, votre nouvelle start-up, le mot collaboratif. Collaboratif, ce mot ressort assez souvent, et participatif. Autrement dit, il y a un travail de collégialité, de collaboration, etc. Mais vous nous avez dit dans le but, vous venez de nous dire le but de Captain Cause, mais quel est le but, je dirais, final? Vous parlez du bonheur. Alors, mais le bonheur de qui, de quoi, de nous peut-être, puis la survie aussi. Alors Captain Cause, c'est une société à mission qui a deux missions. La première qui est de soutenir, financer un maximum de projets à impact positif, donc dans les domaines, je l'ai dit, de l'environnement, de la santé et du social. Et deuxième mission, d'impliquer un maximum de concitoyens dans cette démarche-là. Ce sont nos deux missions. Dans le but, oui, peut-être d'aller chercher plus de bonheur. Ça serait, on ne va pas juste dire le but c'est d'être heureux, enfin, ça sera un petit peu court. Comme on peut. Bon, c'est possible. Après, il faut étayer quoi. Voilà, donc ça. On étaye comment? Avec nos missions. Ouais, c'est exactement l'action qu'on déploie, à savoir envoyer un maximum de moyens aux projets à impact pour qu'ils se développent et qui justement atteignent une forme de contribution positive et la plus massive possible en fonction des objectifs qui se sont fixés dans les bonnes directions, et impliquer un maximum de concitoyens en se disant, de toute manière, vu les problèmes que l'humanité s'apprête à avoir là, soit on passe tous, soit on passe pas. En fait. Donc il faut se rassembler un petit peu. Et donc c'est pour ça qu'il y a la notion de participatif et la notion de collaboratif. C'est vraiment tout le contraire de se dire on va passer en mode individualiste, parce que là, sinon c'est la fin. Quelle est la différence entre collaborer et participer? Parce que sur votre... Ouais, nous on parle de mécénat participatif. Oui, ouais. Oui. Oui, ou de collaboratif. Est-ce que vous mettez la responsabilité des deux côtés, des concitoyens et des entreprises? Disons que on a constaté, puis là c'est pareil, il y a pas mal de sondages, que, alors, il y a c'est 93% des gens qui pensent que les marques, les grandes entreprises devraient agir pour des problématiques à la fois changement climatique ou problèmes sociétaux. Donc, l'immense majorité des gens pensent que les entreprises doivent faire quelque chose. Donc il y a une forte attente. Et en parallèle de ça, les gens se sentent impuissants. Ils se disent, mais moi, au niveau individuel, je ne peux pas faire grand-chose. C'est pas mes 10 euros qui vont changer quelque chose. Alors qu'en fait, c'est collectivement qu'on peut changer quelque chose. Donc là, nous, on fournit une plateforme qui permet d'aller chercher le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire, quelque part,
la puissance et les moyens financiers des entreprises avec le cœur des gens, avec les ressentis et les envies individuelles. Donc on allie les deux pour envoyer sur les projets dont on pense qu'ils sont utiles pour notre société demain. Et donc il y a une part de responsabilité des deux côtés. Oui. Responsabilité des concitoyens, Oui, responsabilité. de toute façon, quand on est ensemble et quand on collabore, on a tous la responsabilité. On partage la responsabilité. Mais être responsable, c'est quoi pour vous? Dans le mot responsable, il y a le mot réponse. Autrement dit, quand on est responsable, finalement, on attend peut-être du patron une réponse. Responsable, oui, c'est plutôt être capable de justement renvoyer une réponse appropriée au contexte. Oui. C'est-à-dire pas répondre à côté. Et je pense que justement avec une solution comme on développe avec Captain Cause, on offre la possibilité de réaligner notre réponse sociétale à ce que chacun de nous pense qu'il faut faire. D'accord, oui. Alors quand je suis allé encore approfondir votre site, vous dites que votre objectif c'est de redonner du sens à vos budgets marketing. Alors moi je me suis beaucoup intéressé sur les 3 premiers mots, redonner du sens. Pour vous le sens on l'a perdu? Si vous voulez redonner du sens, c'est que finalement... c'est redonner ou donner qu'on a dit? Redonner. Bon, c'est redonner ou donner, mais enfin... Ce qui n'est pas la même chose. Mais je crois que c'est donner. Redonner, parce qu'aussi il y a certains budgets marketing qui ont quand même pas beaucoup de sens ou d'originalité, qui sont juste acheter mon produit. Oui. Donc, mais quel est le sens finalement que d'une certaine manière on a perdu, que les entreprises auraient perdu, que les... je sais pas si on... Enfin, je pense que le contexte a beaucoup changé. Oui. Et que, en fait, je suis pas bien sûr qu'on a déjà eu la volonté de mettre du sens dans ça c'est intéressant ce que vous dites. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre société est en recherche de sens. Toute la société, Oui. c'est pas un truc juste pour les entreprises, c'est pour tout le monde. Et comment l'expliquez-vous? Pourquoi on cherche du sens? Parce que si on regarde toutes les courbes, les problèmes, quand même un paquet de problèmes qui deviennent de plus en plus gros chaque année, chaque seconde qui passe. Donc, on en a résolu pas mal, des problèmes, mais on en a créé d'autres. Oui. Et on en a créé des massifs qui demandent une réponse, puisqu'on parlait de responsable, qui demandent une réponse la plus collégiale et collective possible. C'est un peu notre grande difficulté d'ailleurs aujourd'hui, de donner des réponses coordonnées, y compris au niveau mondial, aux problématiques qu'on rencontre. Donc, ce que j'ai aimé dans votre start-up, c'est qu'il y a 2 mots là aussi qui m'ont interpellé: l'engagement et la fidélisation. Dans une société où les gens sont de moins en moins fidèles, vous essayez d'une certaine manière dans les entreprises de redonner une certaine fidélisation ainsi que l'engagement. Je discute beaucoup avec des étudiants qui ont peur de s'engager. Pour vous, quel est, en tant que patron, chef d'entreprise, que dites-vous à tous ces jeunes entrepreneurs qui voudraient s'engager, mais qui face à tous les défis qui les attendent, n'osent pas s'engager? Je pense qu'on arrive à s'engager quand on arrive à avoir de la perspective dans le temps. Donc en fait, il faut quand même avoir une forme d'espoir qu'on va améliorer les choses. Ou qu'on va arriver dans une zone, alors sans parler de bonheur, au moins qui améliore les choses. Donc, moi je me souviens très bien et d'ailleurs c'est ce qui m'a poussé, ce qui me pousse encore et ce qui me poussera demain à développer Captain Cause d'un moment il y a 2-3 ans. D'ailleurs c'était là, juste là, dans cette rue-là, j'ai vu passer entre Opéra et République la marche du climat des jeunes, avec des panneaux qui disaient: quand je serai grand, je voudrais être vivant. Et là, je me suis dit, là, le message, il est quand même un peu plus profond et différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, y compris mai 68. C'est pas la même chose. Ils sont pas en train de dire on aimerait avoir un meilleur futur. Ils sont en train de dire on aimerait avoir un futur tout court. Et là, quand on a une nouvelle génération qui, quelque part, n'arrive même pas à se projeter
en étant vivant dans je ne sais pas combien de dizaines d'années, bah, on a quand même franchi un cap. Alors après, trouver de l'espoir, trouver de l'engagement, se projeter à plusieurs années, évidemment que c'est plus dur. Quand on ne sait même pas si dans quelques années ou quelques dizaines d'années, on va pouvoir survivre. Ouais. Donc en fait, on dit l'espoir fait vivre, mais je pense que de l'espoir naît l'engagement, et l'espoir lui-même n'a d'existence que par le temps. Donc, plus le temps est long, plus on peut avoir de l'espoir, parce qu'on sait que le temps va peut-être nous aider à progresser dans la bonne direction. Mais si on n'a plus de temps, on n'a plus d'espoir. Si on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'engagement. C'est ça. Mais ne plus avoir de temps, on ne va pas commencer une réflexion sur le temps, mais il y aurait des choses à dire. Je voudrais, Frédéric Mazella, réfléchir quelques minutes qui nous restent sur Blablacar. Blablacar. Le mot blabla, force, la parole. Quelle est, selon vous, la force de la parole? Blablater, parler. Que veut dire parler? C'est communiquer. Alors, je fais une toute petite nuance, excusez-moi. Est-ce que parler, c'est communiquer ou parler sert à communiquer? Parler sert à communiquer et n'est qu'un des moyens qu'on utilise pour communiquer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres communications qui ne sont pas parlées ou même orales. Tout à fait. La communication des yeux, de l'expression du corps, plein de choses dans la communication. Il y a certaines actions aussi qui sont des formes de communication. Donc la communication, c'est beaucoup plus large que la parole, mais la parole, c'est un moyen de communication. Et quelle est cette force de parler alors, à part communiquer? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé finalement dans Blablacar, c'est que qui parle? Les animaux ne parlent pas. Les humains parlent. Au fond, les animaux ne parlent pas. Pas la parole. Mais ils font du bruit, ils font des bruits. Ils font des bruits. Ils communiquent beaucoup. Ouais, ils communiquent. C'est pas vraiment de la parole. Tout à fait, oui, c'est vrai que c'est pas du blabla, d'accord. Mais quand même, il y a quand même pas mal d'animaux qui communiquent des sentiments avec des intonations de voix. Peut-être que voilà, on serait étonné. Je sais même pas. D'ailleurs, je crois que les dauphins, je pense qu'ils communiquent plus que ce qu'on croit. Quand ils se parlent entre eux, là. On comprend pas bien. Pas encore déchiffré, mais ils se disent des choses. Ouais, c'est ça. Avec Blablacar que vous avez fondé, quel est votre regard sur la crise énergétique actuelle? Avec je me dis que cette crise-là nous amène à une forme de bon sens. Faut économiser, quoi. Vous avez donc été précurseur d'une certaine manière. Moi, j'ai horreur du gâchis, donc c'est ce qui m'a motivé pendant des années à monter Blablacar. J'ai dit, c'est pas possible, toutes ces voitures vides, quoi. On se plaint de polluer, mais on n'a qu'une seule personne par voiture. C'est pas possible. C'est une dichotomie, encore une dissonance cognitive compliquée, quoi. Donc voilà, toutes les voitures sont vides. Tout à l'heure, vous définissiez comme persévérant, je voudrais vous définir, si je peux me permettre, comme l'homme du lien. En fait, vous liez les gens entre eux dans les voitures et vous liez les entreprises, les associations dans Captain No Cause. Vous voyez, vous êtes l'homme du lien. Il y a du lien et de la confiance, en fait. Ce que je veux créer aussi, et je me suis rendu compte de cette puissance-là, c'est des nouvelles formes de confiance qui créent des nouveaux liens. En fait, la confiance, c'est un peu le socle d'une forme d'échange. Et donc, dans ce qu'on a appelé l'économie collaborative, en fait, ce que l'on a réussi à créer, c'est des nouveaux types de confiance, c'est-à-dire la confiance pour Blablacar d'aller faire un covoiturage avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, pour Airbnb d'aller loger chez quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Il y a plusieurs exemples comme ça, mais la technologie a permis de créer des profils confiance pour des millions, même des dizaines de millions de personnes, des centaines de millions. Et ça, c'est assez révolutionnaire, puisqu'en créant cette nouvelle confiance, on a créé justement des nouveaux échanges, et en créant de nouveaux échanges, on a créé une nouvelle économie. C'est pour ça qu'on a appelé ça la collaborative économie, l'économie collaborative. Là, ce qu'on veut créer avec Captain Cause, de la même manière, c'est une confiance accrue dans les projets à impact, avec un suivi complet, parce que ce que j'ai pas mentionné jusqu'ici sur Captain Cause, c'est que on crée
la possibilité aussi pour les projets de communiquer envers toutes les personnes qui leur ont aiguillé de l'argent, en leur disant ben voilà ce qu'on a fait depuis 6 mois, voilà où on en est, ça fait 1 an maintenant, voilà. Donc il y a une forme de transparence et de communication accrue, au-delà des critères de sélection pour nous choisir les projets qui figurent ou non sur la plateforme, qui fait qu'on crée une nouvelle forme de confiance. On a perdu la confiance. Les gens, est-ce que vous faites confiance? C'est intéressant parce que comment faire confiance maintenant selon vous aux gens? C'est pas évident de faire confiance. Non, c'est un mix justement. Je pense qu'avant on faisait confiance avec beaucoup plus en utilisant beaucoup plus de nos sens, peut-être même de notre corps, qui lui-même n'a pu, nous-mêmes on a pu survivre quelque part aussi longtemps que parce qu'on est capable de collaborer et justement se faire confiance pour collaborer. Avec tout ce qui est numérique, nos indicateurs, nos repères pour se construire la confiance, ils sont très souvent accompagnés d'indicateurs plutôt chiffrés, rationnels. Je sais pas, on va faire confiance à quelqu'un qui a je sais pas combien de millions de followers et alors après il y a tout ce qui est le système d'avis. Là maintenant on est passé dans une autre dimension où maintenant que ce soit pour les produits ou même maintenant pour les interactions aussi justement sur les sites d'interaction, de consommation collaborative, on est passé avec des profils sur lesquels il y a 94 avis positifs de quelqu'un, donc tout s'est bien passé, voilà, avec les avis, que ce soit sur des produits ou sur des interactions avec des gens. Et donc on a en quelque sorte un peu articulé, chiffré une forme de confiance qui était ancestrale, qui crée des nouveaux ponts de communication entre les gens, donc ça c'est très positif. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus probablement ce qu'il y a au fond de l'humain qui lui permet de, avec ses sensors, ses capteurs, d'aller faire confiance ou non à quelqu'un. Ou à une organisation ou à une marque. C'est pareil, les marques elles sont en recherche de construction de confiance en permanence, parce que quand on achète un produit à une marque, il faut avoir confiance dans la marque, parce qu'on se dit je vais acheter quelque chose qui marche. C'est ça. Donc on peut faire confiance un peu à ce que raconte la marque, mais aujourd'hui on fait confiance beaucoup à ce que disent les clients de la marque. Beaucoup plus. Oui, c'est inversé. Et ça s'est bougé parce que technologiquement, techniquement, on est capable de stocker toutes ces informations justement de construction de confiance avis par avis. C'est ça. C'est une grande nouveauté. Frédéric Mazella, l'interview va s'achever. Deux dernières questions. Avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous êtes un jeune entrepreneur. Êtes-vous très jeune, heureux? merci. Êtes-vous heureux? Ah oui, carrément. Alors, comment définissez là? C'est parce que je suis aligné avec. Enfin, je fais quelque chose qui me plaît. Si tout le monde pouvait avoir la même réponse que vous, je peux vous dire que j'aurais encore des cheveux. Ah non, mais c'est juste, je fais quelque chose qui me plaît. C'est tout. Je pense que c'est ça le bonheur. C'est de faire quelque chose qui. Voilà, chaque jour, je suis content de faire ce que je fais. D'accord. Vous êtes un homme de projet, vous en avez réalisé, vous en avez encore, mais c'est ça qui est merveilleux. Et c'est vrai que vous êtes un homme passionné, ça se voit, ça se sent. Ma dernière question, Frédéric Mazella, à tous les étudiants qui vous regardent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur apporter? En fait, on dit quand on veut, on peut. Après, quand on peut, il faut. Les deux sont vrais. Et donc, en fait, il y a une citation de Bono que j'adore qui dit « Le monde est beaucoup plus malléable que ce que vous ne croyez. Et il attend juste que vous le façonniez. » Alors, je le dis en anglais, donc c'est beaucoup plus impactant. Mais en fait, voilà, il y a beaucoup de possibilités pour modifier le monde qui nous entoure. Et il ne faut pas hésiter à aller proposer des choses. Il faut être prêt, justement en ayant analysé tous les arguments à défendre, pourquoi on pense qu'il faut faire comme ça ou autrement. Et puis ensuite, il faut prendre son bâton de pèlerin et puis aller. Il faut oser. Oui, il faut oser. Faut oser. Les amis, voilà ce que vient de nous donner notre ami Frédéric Mazella pour vous. Osez, essayez d'oser, surtout ne vous découragez pas. Frédéric Mazella, merci de m'avoir reçu. De rien. Et je voudrais terminer par une citation. La dernière question. C'est une citation qui vous caractérise le plus, je trouve, n'est-ce pas, de Mark Zuckerberg. Ah bon? Mais oui, un de vos confrères, n'est-ce pas? Mon objectif n'a jamais été de créer une entreprise, mais de bâtir quelque chose susceptible de changer le monde. Je crois que ce que vous faites change le monde. Oui, non, l'entreprise c'est un moyen. Ben voilà. Donc merci.
pour tout ce que vous faites pour le bien commun. Merci pour votre passion que vous venez de nous transmettre. Merci d'être qui vous êtes. C'est gentil. Merci beaucoup.